Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Tour d'Horizon, la rétrospective de la semaine. Et on la décrypte ce soir avec Badis Renissa, expert en relations internationales. Bonsoir Badis. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous ce soir. On commence par le 1er novembre. Nous commémorant le 71e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. On a vu une mobilisation forte de la diaspora cette fois-ci, mais comme chaque année ces dernières années, pas seulement commémorative, mais parfois politique, culturelle. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, Badis Renissa, on peut dire que la diaspora est en train d'évoluer d'un rôle symbolique, comme c'était le cas avant, vers un rôle d'influence économique, diplomatique ou même mémoriel? Tout à fait, vous faites bien de le dire. D'ailleurs, il faut rappeler que la diaspora, la communauté nationale algérienne établie en France, elle est passée de la 7e wilaya pour la Révolution à de porteurs de valises à des porteurs de projets. Oui. Donc ça répond un peu à votre question, effectivement, où la diaspora n'a pas attendu pour justement muter vers une offre économique, une offre sociale, sociétale, pour pouvoir contribuer dans l'équation citoyenne algérienne et qui plus est de l'Algérie nouvelle, sous l'égide du président de la République Majid Tebboune, qui, rappelons-le, a donné une initiative, plusieurs initiatives dans ce sens, mais surtout une dynamique dans laquelle il a renforcé, consolidé des passerelles, des ponts, notamment établis entre les deux rives, pour qu'elles puissent s'exprimer. Et elle a aujourd'hui une caisse de résonance, effectivement, à travers des institutions, à travers aussi des liens avec les ministères, des liens avec les chancelleries et les ambassades, pour permettre effectivement ce trait d'union effectif renforcée pour qu'elle puisse également jouer son rôle pleinement, à savoir contribuer dans le développement économique de l'Algérie. Et nous avons constaté aisément que plusieurs de nos compatriotes aujourd'hui font le choix de revenir en Algérie pour pouvoir justement apporter leur valeur ajoutée, apporter leur expertise, apporter leur connaissance, leur savoir-faire. De plus en plus, l'appel du pays devient très fort. Tout à fait, et ça a été de tout temps. Hein. Je rappelle aussi la diaspora dans plusieurs tragédies, que ce soit pendant la décennie noire, pendant également les incendies, pendant le Covid. La diaspora de tout temps a été présente ou a répondu présente effectivement pour jouer son rôle comme citoyen à part entière notamment, et non pas entièrement à part, et être effectivement intégré dans une équation commune, collective, dans un destin collectif dans lequel elle compte bien jouer son rôle, elle compte bien être présente. Et je pense que aujourd'hui, à travers les médias, à travers les startups, à travers les institutions spécialisées notamment en économie, elles sont présentes, elles sont actives notamment, et cela est de bonne augure, notamment pour cette Algérie nouvelle rayonnante qui va rayonner par la diaspora, qui sera les ambassadeurs, les futurs ambassadeurs en première ligne pour défendre le soft power algérien. Et vous l'avez souligné, Badis Renissa, l'État capitalise sur ce potentiel. Mais dans le contexte actuel où la diplomatie, justement, d'image devient stratégique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en plus? Écoutez, capitaliser d'abord les connaissances, l'expertise de cette diaspora. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons une offre et une demande. Nous avons un président de la République, Al-Majid Tebboune, qui souhaite résolument l'intégrer d'une manière normative, mais surtout aussi d'une manière efficace et efficiente. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de réfléchir, de penser collectivement avec une réflexion, avec une intelligence collective notamment dont on fait preuve, puisque vous savez, la diaspora fait le bonheur de plusieurs nations et aujourd'hui elle compte bien le faire pour sa nation d'origine et surtout pour rendre un peu à César ce qui appartient à César et jouer son rôle. Et je pense qu'il y a lieu effectivement de donner cette latitude, cette marge de manœuvre, cette marge de progression aussi, puisque vous savez, beaucoup de choses sont à construire aujourd'hui et nous sommes dans une lancée effectivement où le président évoque la diplomatie économique, la diplomatie de la société civile, la diplomatie effectivement sportive. Nous avons vu aussi à travers plusieurs sportifs internationaux qui ont fait briller et soulever le drapeau algérien haut et fort. Donc effectivement, il y a, je pense, une synergie qu'il faut exploiter, qu'il faut développer et je pense qu'aujourd'hui, tous les signaux sont au vert et surtout aussi tous les ingrédients sont réunis pour faire une bonne recette, à savoir une Algérie victorieuse, une Algérie rayonnante. Une Algérie moderne, justement, cette semaine a été marquée par la conférence nationale sur la modernisation du secteur de l'agriculture. Vous le savez, vous l'avez suivi. Et concernant justement cette conférence, ce n'est plus qu'un simple débat théorique. Badis Renissa, on parle de réduction des importations, de souveraineté alimentaire, on parle d'irrigation intelligente. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai repositionnement structurel du modèle agricole algérien? C'est une adaptation, un ajustement par rapport à la mutation
du secteur d'abord agricole, mais surtout aussi de tous les secteurs, tous secteurs confondus, à savoir, il faut vivre à l'ère du digital. Oui. Il faut vivre à l'ère du numérique. Le président de la République a soutenu et a même... C'est même le cheval de bataille du président de la République depuis sa venue au absolument, pouvoir. Hein. Du passage au numérique à la digitalisation, y compris dans des secteurs parfois qui sont traditionnellement plus rattachés à l'aspect rural, à l'aspect archaïque, à l'aspect un peu traditionnel. Or, aujourd'hui, et c'est pas un hasard que d'ailleurs le ministre des Startups a shifté vers le ministère de l'Agriculture, c'est pour effectivement donner cet air nouveau, ce souffle nouveau, à savoir s'adapter aux mutations technologiques, y compris pour l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas un hasard non plus, vous l'aurez compris, le président, dans son programme, mise sur l'autosuffisance, sur la souveraineté alimentaire, et la souveraineté alimentaire se construit par effectivement un travail de fond, à savoir commencer par, pourquoi pas, ajuster les outils, parce que effectivement nous avons des outils agricoles dits archaïques, dits standards, et nous avons aujourd'hui des outils digitaux, numériques. C'est l'intelligence artificielle justement le travail au quotidien des terres, c'est la rationalisation, c'est la réflexion sur un socle technologique et innovant, notamment pour tout ce qui est irrigation, ce qu'on appelle... Aujourd'hui, l'Algérie est rentrée clairement dans l'ère de l'agritech. Oui. L'agritech, c'est l'agriculture et la technologie combinées pour justement donner un outil facilitateur. On rappelle évidemment que l'agriculture est un secteur de relance économique, donc c'est un secteur très important. C'est la base, c'est la base, encore une fois, à l'ère de mutation et surtout d'enjeux géoéconomiques, y compris alimentaires. Nous l'avons vu aujourd'hui avec ce cataclysme géopolitique et de l'échiquier international, l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire au-delà de l'énergétique et de la numérique, elle est primordiale. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin d'adapter nos outils en fonction justement de l'évolution de l'agriculture dans le monde. Et l'agriculture de demain en Algérie, c'est une exploitation assistée par l'intelligence artificielle, c'est des rendements beaucoup plus optimisés parce qu'il y a justement cette technologie innovante qui apporte à l'humain justement une connaissance jusque-là méconnue. Donc vous voyez bien que, puis bon, attention, on parle quand même d'une Algérie à l'échelle continentale, c'est un pays continent. Vous voyez bien le plus grand pays d'Afrique déjà. Les potentialités de production, d'exploitation, notamment agricole, sont justement significatives et exponentielles. Donc, ça fera de l'Algérie certainement non seulement un pays autonome et autosuffisant, mais surtout un pays producteur et exportateur agricole. Bédis Renissa, vous êtes expert en relations internationales. Vous savez, cette semaine, les regards étaient braqués vers les Nations Unies. Cap sur le Sahara occidental, l'Algérie n'a pas pris part au vote à l'ONU justement relatif à l'adoption de la résolution 2729, ce qui est déjà un signal diplomatique assez fort. Hein. Est-ce qu'on peut dire, d'abord j'aimerais que vous m'expliquiez ce vote, Bédis Renissa, selon vous, et est-ce qu'il est surtout symbolique politiquement, sans effet réel, si on devait le voir comme ça, l'ONU qui maintient noir sur blanc que la solution doit passer par l'autodétermination, comme elle a toujours dit l'Algérie, qu'il faut passer par le référendum d'autodétermination? Alors tout d'abord, il faut faire de la pédagogie effectivement juridique. Vous faites bien d'évoquer cette question. D'abord, resituer cette résolution. C'est une résolution, je dirais, qui vient à un point nommé pour satisfaire ou gratifier la diplomatie du troc, notamment du régime du Mersenne. Elle vient également pour satisfaire une compromission, notamment du régime du Mersenne. Je rappelle les accords d'Abraham, la normalisation plantitétionniste. Ouais. Je rappelle également un autre fait majeur et très important que nous devons connaître. Le régime du Mersenne a fait office d'une base arrière, une base logistique militaire dans le génocide de Gaza. Donc aujourd'hui, cette résolution vient comme, encore une fois, une résolution sur mesure. C'est ce que j'ai appelé de la haute couture diplomatique. Nous ne sommes plus dans le droit international. Or, il s'avère que le droit international n'est pas une variable d'ajustement. Le droit international, c'est la colonne vertébrale de la paix. C'est la colonne vertébrale de la protection, notamment des peuples du monde. Donc, et c'est aussi un échec, j'ai envie de vous dire, du droit international et du Conseil de sécurité. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est un précédent qui menace le cadre juridique onusien? Vous savez, Gaza, le génocide de Gaza a fait tomber les masques depuis quelques mois. Déjà, nous savons pertinemment que d'abord, il y a lieu de réformer profondément cette structure qui est devenue désuète, qui est devenue non représentative. Il faut rappeler que seulement 5 puissances aujourd'hui du monde décident pour le reste du monde. Donc c'est pas normal. Et mais indépendamment de cette question pertinente, il faut pointer l'échec collectif, parce que c'est un test moral.
c'est une cause juste, non pas de l'Algérie. L'Algérie est juste protectrice. L'Algérie est juste garante du droit des humains, puisqu'elle-même, le 1er novembre oblige, nous pourrons en parler, a vécu les affres du colonialisme. Donc aujourd'hui, elle se donne ce rôle de sage, ce rôle aussi de modérateur, notamment en ce qui concerne tout ce qui est droit des humains et droits des citoyens et surtout des peuples opprimés. Donc, elle n'est pas partie prenante, elle n'est pas belligérante. Les deux seuls belligérants, c'est le Maroc et le Polisario, notamment représentant du Sahara occidental officiel. Donc, cette résolution, encore une fois, d'abord, pour être un peu dans la pédagogie, ne vient pas annuler les précédentes, ce que j'ai qualifié les résolutions fondatrices, qui, elles, effectivement, évoquent d'abord la mission de la MINURSO, MINURSO elle-même qui a été reconduite d'un an, la MINURSO, dont sa seule mission principale, c'est de protéger le peuple sahraoui, mais surtout aussi de mener à bien ce projet d'élection, de référendum, notamment d'autodétermination. Vous avez une dichotomie, si vous voulez, dans cette résolution qui prouve qu'effectivement, elle a été rédigée d'une manière hâtive, d'une manière, je dirais, sur mesure. Et puis, je en finirai là-dessus. Attention, l'Algérie a contribué à amender cette résolution pour qu'elle devienne qu'elle ait un semblant de cohérence, même si elle reste encore incohérente, encore une fois. À titre d'exemple, où le peuple sahraoui, où la partie du Polisario a été évoquée pour satisfaire les deux parties. Or, on a commencé avec une résolution qui était unilatérale en faveur du régime du Merzen, en occultant l'autre partie. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans une espèce de bilatéralité, certes, qui doit être approfondie, qui doit être, je dirais, structurée, mais encore une fois, qui résume, qui reflète, encore une fois, ce marasme, je dirais, cette pièce théâtrale, hein, permettez-moi de le dire, qui se trame au sein du Conseil de sécurité, malheureusement, qui aujourd'hui a plus, je dirais, penché vers une diplomatie du troc qu'une diplomatie des principes, une diplomatie constante et cohérente comme celle de l'Algérie qui défend les plus faibles. On est bien d'accord. Et vous avez évoqué les affres du colonialisme. On va parler justement du débat en France autour des accords de 68. On assiste clairement, Bédesrenissa, à une récupération politique, notamment de l'extrême droite. Est-ce que juridiquement, justement, les accords existent toujours? On le sait, ils n'ont pas été abrogés. Alors pourquoi le RN et certains partis de la droite cherchent-ils systématiquement à remettre ce texte sur la table, toujours de manière systématique, comme je l'ai dit? Alors, là aussi, il faut contextualiser. C'est une résolution qui s'est faite d'abord dans la douleur, puisque à une voix près, effectivement, 184 contre 185, et profitant de ce qu'on appelle la niche parlementaire. Niche parlementaire, c'est quoi? C'est une fois par mois, un parti politique, un courant politique, qui soit minoritaire, majoritaire ou autre, de l'opposition ou du gouvernement, apporte ou impose son agenda politique, effectivement, à travers des propositions. Donc, cette niche parlementaire, effectivement, a profité aussi de l'absence abyssale de certains partis, y compris le parti du gouvernement, qui a fait pencher la balance à une voix près, encore une fois. Il faut relativiser. Maintenant, ce n'est pas une résolution contraignante, elle n'est pas coercitive, c'est pas un acte législatif, c'est plutôt une résolution, effectivement, symbolique, ma foi. Elle n'est pas du tout politique, puisqu'encore une fois... On peut dire que c'est du populisme électoral. C'est une résolution populiste, effectivement, et non pas politique. C'est du braconnage électoral. C'est comment aller vers, effectivement, le buzz sur le dos de l'Algérie. Et d'ailleurs, comme toujours, vous l'avez remarqué, c'est aujourd'hui devenu un fonds de commerce, notamment, non pas qu'à l'extrême droite, nous avons vu récemment Tabarot, le ministre du Transport, effectivement, qui d'ailleurs a confondu un quai de gare avec le quai d'Orsay. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a cette quête à vouloir avoir un tremplin politique notamment sur le dos des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Mais encore une fois, il faut pointer un autre élément majeur. Il faut qu'à un moment donné, cette ambivalence cesse, notamment, puisqu'encore une fois, même si nous constatons aujourd'hui que la France aujourd'hui est rentrée dans une phase d'ingouvernabilité, il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il faut qu'à un moment donné, donner le cap, il faut prioriser les relations, notamment bilatérales, avec l'Algérie, pays continent, encore une fois, pays pivot, acteur majeur, notamment dans l'équation et l'échiquier régional, sud-méditerranéen et aussi mondial, et resituer les choses pour revenir un peu à la raison. Donc oui, le Rassemblement national aujourd'hui se sent pousser des ailes, entre parenthèses,
il profite justement de de ce vide. ce cataclysme, effectivement, de ce vide politique, mais surtout aussi, je rappelle un autre élément, on parle de descendants de l'OAS, on parle de descendants du gouvernement Vichy, on parle de descendants notamment de personnes qui ont encore l'esprit néocolonialiste, l'esprit nostalgique de l'Algérie française, et qui n'ont pas digéré aujourd'hui, effectivement, cette Algérie nouvelle, cette Algérie indépendante, cette Algérie victorieuse, qui, encore une fois, trace son cap, qui parle d'égal à égal à qui que ce soit, y compris à la France, et cela dérange aujourd'hui. Et dans l'actualité internationale également, il y a eu la violation du cessez-le-feu Arza, les exactions sionistes qui se poursuivent en Palestine, le cessez-le-feu qui n'a pas été respecté, les bombardements continuent. Badis Renissa et les organisations internationales parlent de violations graves du droit humanitaire. Est-ce que la communauté internationale, j'ai envie de le dire, est-ce qu'elle a réellement perdu toute capacité de pression aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est que la communauté internationale et le Conseil de sécurité aujourd'hui vivent une phase de test inégalée, singulière. Nous avons vu à travers plusieurs, effectivement, conflits latents. On a parlé du Sahara occidental, la cause palestinienne. Donc on voit bien, effectivement, ils sont démunis, ils sont impuissants. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on parle du cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu fébrile, fragile. C'est un cessez-le-feu, un alibi, notamment pour, j'appellerai pas Netanyahou, mais plutôt le boucher de Gaza. Le boucher de Gaza aujourd'hui trouve, on se cessez-le-feu, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui s'appelle être rattrapé par la justice, être rattrapé par son propre peuple, qui lui voudra demander des comptes. Donc la cessation, si vous voulez, définitive de cette guerre équivaut à la fin de carrière politique de Netanyahou, du boucher de Gaza. Donc vous conviendrez, en tout cas dans sa petite tête de génocidaire, qu'il est mieux de continuer effectivement ce génocide et de trouver des arguments fallacieux, bien évidemment, tendancieux contre le peuple de Gaza, pour maintenir une tension, un chaos, non seulement en Palestine et les territoires occupés, mais aussi dans la région, pour asseoir effectivement l'hégémonie de l'entité sioniste, bien évidemment aidée par ses soutiens indéfectibles et historiques. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un jeu. Par contre, excusez-moi, vous me tendez une perche parce que vous parlez justement d'un point qui est important, parce que certains évoquent les sanctions ou des mandats internationaux. Est-ce que c'est symbolique ou c'est réaliste? Tant que ces actions sont individuelles, elles n'ont pas de poids, clairement. Aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir collectivement et d'agir conjointement, effectivement. Quand on voit effectivement, et c'est très symbolique, hein, quand on voit certains pays comme l'Espagne qui a cessé ses contrats militaires avec l'entité sioniste, nous avons la Norvège qui a eu une posture assez importante et assez frontale, nous avons des pays du sud global, notamment avec l'Algérie comme locomotive, qui continuent résolument et méthodiquement à apporter effectivement un discours contre le narratif de l'entité sioniste. C'est déjà des coups durs, on est d'accord. C'est des coups durs, effectivement. On peut rapidement faire un bilan, une rétrospective sur effectivement le post-7 octobre 2023. Aujourd'hui, l'entité sioniste est isolée. Aujourd'hui, l'entité sioniste et son narratif n'a plus lieu d'être. Il ne fait plus recette. L'ultra-sécuritaire, la sécurité, la préservation de l'entité sioniste dans la région ne peut plus exister sur des cadavres, notamment sur des martyrs palestiniens. Donc, et puis vous avez aussi un autre élément fondamental qui est la société civile, donc les citoyens du monde. Aujourd'hui, les populations, y compris pour certains pays, États traditionnellement soutien de l'entité sioniste, se sont mis à l'encontre justement de cette directive d'État pour clamer leur humanisme, tout simplement, puisque l'humanisme est universel. Donc non, je pense que l'entité sioniste n'est pas sortie indemne après le 7 octobre 2023, et d'ailleurs c'est ce qui pousse désespérément Netanyahou à vouloir, tant bien que mal, créer des victoires chimériques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient diplomatiques. Or, la réalité, elle est toute simple. Aujourd'hui, nous avons une entité sioniste décriée, je dirais combattue même sur l'aspect idéologique. Encore une fois, quand on a une entité sioniste aussi qui est idéologiquement dans un élan messianique, hein, puisque je rappelle le bourreau et le boucher de Gaza est soutenu par une extrême droite très frontale, hein, qui croit au retour du Messie, à accélérer le retour du Messie. Donc vous ne pouvez pas avoir un dialogue politique avec ce type de personnage, ce type de profil. Et qui peut encore peser donc sur ce dossier? Les États-Unis, la Chine, les pays arabes, l'Amérique latine?
Je pense que les résolutions qui ont mené au cessez-le-feu et surtout les vétos, ce que j'ai qualifié de vétoisation du génocide malheureusement, font preuve aujourd'hui, sont une preuve tangible effectivement qu'il y a une impuissance, qu'il y a, je dirais, une impunité, une humilité de cette entité sioniste. Je pense encore une fois, j'ai l'intime conviction, c'est le collectif, c'est des actions communes, notamment à travers le Conseil de sécurité, un Conseil de sécurité qui se doit d'être réformé pour éviter justement cette vétoisation, pour éviter effectivement cette impunité, cette immunité. Mais encore une fois, il faut continuer, comme l'Algérie le fait d'ailleurs, à travers cette diplomatie de constance, cette diplomatie des principes, cette diplomatie notamment de la cause juste et des peuples opprimés pour défendre les peuples opprimés, et aller vers, encore une fois, une intelligence collective à travers, traduite par des actions politiques, géopolitiques, mais encore une fois, sans oublier en toile de fond les sociétés civiles, le peuple du monde qui lui aussi aujourd'hui contribue significativement justement dans le changement des paradigmes où, encore une fois, l'entité sioniste se fait isoler. Mais on parle d'un État voyant, un État qui n'a ni foi ni loi, une entité pardon qui a ni foi ni loi, une entité qui croit seulement en ses règles, à savoir la survie, le maintien de l'entité sioniste et surtout l'extermination de la cause juste à travers l'extermination du peuple physiquement et l'extermination de l'identité du peuple palestinien. Mais c'est mal connaître le monde, mal connaître l'humain et l'humanisme notamment, et mal connaître aussi l'Algérie, parce que je rappelle depuis qu'elle est 2 ans au Conseil de sécurité en tant que membre observateur non permanent, elle a permis effectivement de bouger les lignes, elle a permis dans un travail dynamique de marathon diplomatique changer beaucoup de choses et aujourd'hui le prisme a changé et en tant qu'entité sioniste est isolée. Et on souhaite de meilleurs jours à l'humanité et au monde entier. On a fait le tour des ça, je pense, de l'actualité de la semaine. Hein. Écoutez, en tout cas, les plus gros points. On reste attentif à ce qui se passera la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cet éclairage toujours pertinent et très franc. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.